Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les jours, revue d'actualité, revue de marché. Donc sur le marché, j'entends déjà parler d'Alcoin Season depuis ce matin ou depuis hier soir. Je suis pas sûr qu'on y soit, les gars. Peut-être, hein, mais pour le moment, ça me paraît pas évident. Donc on a une petite correction normale hein, suite à une hausse qu'on a eue un peu hier. Vous voyez Bitcoin qui allait toucher, je crois, les 31 000, c'est ça, 31 300 dans la journée d'hier. Pour une petite correction derrière, rien de surprenant jusque-là. De là à parler d'Alcoin Season, je vous rappelle hein, les trois étapes. D'abord Bitcoin, ensuite les liquidités doivent aller vers Ethereum, en théorie en tout cas, puis vers les altcoins les plus importants, et ainsi de suite, jusqu'au même coin. Moi je regarde les volumes là, Ethereum c'est 7 milliards. C'est plutôt en dessous de ce qu'on voit habituellement, même 16 milliards sur Bitcoin, c'est vraiment pas énorme pour un jour de semaine. Sans être ridicule, je trouve pas que ce soit vraiment approprié de parler Alcoin Season pour le moment. Alors peut-être dans les mois à venir, vraiment, j'en sais rien, mais en fait personne n'en sait rien. Si on va regarder l'indicateur, il est toujours à 14, hein, donc on est très 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 largement en faveur du Bitcoin pour le moment. On le voit ici, le max était le 30 juin à 16, et avant ça on avait eu mi-juin quelque chose qui touchait les 25. Donc c'est vraiment, vraiment loin d'être une Alcoin Season pour le moment, hein, bien sûr. Hein. Je peux pas garantir que dans un mois, on sera pas dans une situation complètement différente. Hein. Aucune idée de ce côté-là. Maintenant, c'est l'été, vraisemblablement, de plus en plus de traders, d'investisseurs et d'acteurs de la finance traditionnelle vont partir en vacances. Ça veut dire moins d'activités, moins de transactions. En tout cas, en théorie, il est vrai que l'été dernier, on avait eu, hein, si on regarde ici, on va enlever tous mes dessins, on regarde ici, on voit qu'effectivement, on avait eu, vous voyez, depuis entre juin, fin juin, donc la période actuelle, on est début juillet, et mi-août, on avait eu un mois de hausse assez intéressant. Donc voilà, on a eu quelques semaines de hausse. Si on prend, si on prend notre petite réglette, on voit que là, entre début juillet, le plus bas, et le plus haut de août, vous voyez, on avait fait 30% sur Bitcoin, et donc on a un certain nombre d'altcoins qui avaient un peu performé. Il me semble que Matic, ça s'était très très bien passé par exemple. On le voit ici, Matic, il était passé, on le voit ici en juillet, en fin juin, on était là, autour des 46, vous voyez, on avait fait x2. Donc effectivement, hein, ce genre de scénario, ça peut arriver, hein, il n'y aurait pas de grosses problématiques à ce que ça arrive. Est-ce qu'on y est? Pour le moment, non. Au niveau des volumes, on voit qu'on a toujours nos résistances là au-dessus des 31, enfin, au niveau des 31, 31,5, 32. Donc il y a du monde ici hein, qui est prêt à vendre. À voir hein, si on arrivera à casser. On a vu que ça n'a pas été le cas pour la première tentative des 31 000. Hein, on l'a vu ici, du coup on est légèrement redescendu. Et au niveau des portefeuilles, des types de portefeuilles, on voit sur la journée d'hier que c'est clairement les plus gros qui se positionnent. Encore une fois, les plus gros achètent là où le reste du marché est plutôt calme. Et là, pour le reste, c'est vraiment tout le reste du marché qui se calme complètement. Et ça se traduit assez bien dans les volumes qui, à mon sens, sont plutôt faibles pour un début de semaine. Bon, maintenant que ça s'est dit, on peut regarder un peu Bitcoin. C'est quand même sympa de voir où on est, vu qu'on est dans le vert depuis maintenant presque un mois. Ça fait 4 semaines, vous voyez, où on est vraiment dans le vert. On se rappelle quand même que le RSI, en vue weekly, commence à approcher de la zone limite et que la dernière fois il a rebondi dessus, hein, c'était le 10 avril, vous voyez ici. Il s'est pas fait prier, hein, clairement, il a dû rester quelques jours, voire quelques heures, il est redescendu. Ça veut pas dire qu'on le breakera pas cette fois. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment parler d'alcoolisme pour le moment? Non. Est-ce qu'on peut parler d'une grosse hausse? Non, hein, pas depuis le 19 juin. Voilà, on a juste cette espèce de double top au final. Est-ce qu'on va le casser et aller effectivement vers les 40 000? Ce serait l'idéal, hein, pour moi ça me serait très bien, on pourrait vendre pour ensuite racheter plus bas, ou est-ce qu'on va juste breaker? Les deux scénarios sont possibles, rien de plus à dire pour le moment, et on va commencer les actus. Donc déjà BlackRock. BlackRock, on en parlait hier, on ne savait pas quel serait son allié pour son ETF Bitcoin, concrètement la société qui allait gérer les liquidités. Il s'avère, du coup, pour le custody, que ce sera Coinbase. Hein. Donc c'est pas une énorme surprise dans le sens où l'essentiel des autres ETF émis par les autres investisseurs, les autres plateformes d'investissement, les autres concurrents de BlackRock avaient choisi Coinbase. Donc voilà, BlackRock s'est rallié, il a choisi aussi Coinbase. Donc globalement, on peut dire que Coinbase prend une certaine place, prend des responsabilités
et va être plus présent, hein, c'est certain, il va grossir avec toutes les liquidités qui vont affluer, pas forcément dans les prochaines semaines ou les prochains mois, mais si les demandes d'ETF sont acceptées, quand on a des partenaires comme BlackRock et autres fonds d'investissement, vraisemblablement, ça se passe bien. Ça devrait mieux se passer pour Coinbase, parce qu'on rappelle, ils sont quand même en défi, on va dire, en bataille avec la SEC, hein, pour tout ce qui est la partie régulation. Donc bien évidemment, de plus en plus d'entreprises crypto s'allient à Coinbase, hein, dans cette lutte. On a Bitrex, du coup, qui est un autre échangeur, donc théoriquement un concurrent, là qui vient en fait s'associer à Coinbase parce que la réglementation en Amérique va être trop forte, voire même est déjà trop forte. Et donc, on a cette petite guerre, en fait, enfin, guerre qui est en fait assez importante, juste que pour le moment, comme il y a peu de personnes que ça intéresse, on peut considérer qu'elle n'est pas si ébruitée que ça, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'Américains qui s'inquiètent de la guerre crypto actuelle, et pourtant elle a lieu, et pourtant c'est assez important. Donc Coinbase, en fait, ce que je veux dire là, c'est qu'il va vraisemblablement prendre une place importante. Si la SEC permet, hein, la création d'ETF sur Bitcoin, ils vont du coup autoriser Coinbase, si vous voulez, dans les demandes qu'elle fait. Ils vont légitimer en grande partie Coinbase, hein, qui est déjà une entreprise importante en Amérique, hein. Je rappelle que Coinbase est coté. Coinbase, du coup, a un cours de bourse, et c'est ça qui est intéressant, on va pouvoir l'observer. Et vous voyez que sur les 4 dernières semaines, eh bien, le cours a largement performé, en fait. Depuis début juin, depuis qu'il y a ces rumeurs de TF, et certainement même un peu en amont, parce que certains devaient le savoir un petit peu avant, vous voyez, on est passé de à peu près 50 $ sur les plus bas à aujourd'hui presque 80. Ça veut dire une petite hausse de 60%. On m'avait posé la question en commentaire. Alors, je pense que c'est un peu tard du coup pour en acheter, hein, du Coinbase. L'idée était bonne, mais il fallait en acheter à peu près là, je pense, quand on était aux 60 $ ou quand on a cassé en fait cette bougie. Là, il y avait peut-être une petite chose à prendre. Alors moi, à titre personnel, c'est pas du tout ce que j'ai fait et j'étais pas spécialement intéressé. Après, on peut se poser cette question. Est-ce que on va pas avoir un énième repli? Parce que vous le voyez, ici, la zone des 80, elle a été visitée 3 fois, du coup, dans l'année. Une fois en janvier, une fois en mars, et actuellement en juillet. Les 2 fois précédentes, on a eu un retour en arrière, et ça a été le cas aussi ici, hein, en septembre, voire même, on pourrait parler d'août et de mai de 2022. Donc concrètement, depuis la chute ici de mars 2022, et plus largement en fait depuis la fin du bull market qui s'est terminé à peu près en novembre 2021, on voit que voilà, c'est assez clair quand même. On a été jusqu'à 300, 340 pour se retrouver aujourd'hui à 70. Bon, le message est clair. On est plutôt sur une tendance baissière. Donc là, oui, il y a un petit retour de la hausse. Après, je n'ai jamais analysé l'entreprise Coinbase, vu qu'on a toutes les informations, hein. Est-ce qu'ils font des chiffres d'affaires? Est-ce qu'ils sont rentables? Quels sont leurs positionnements? Est-ce qu'ils ont un dividende, etc. Ça, j'ai pas d'infos. Quelle est la qualité? Quel est le PER? Il y a tout un tas de choses à analyser. Je ne l'ai pas fait, donc je peux pas vous donner concrètement d'analyse plus poussée que ça sur Coinbase. Mais à mon avis, juste au vu de l'analyse graphique, c'est un peu dangereux. Cela dit, si la demande de TF pour BlackRock et autres est acceptée, vous pouvez vous attendre à ce que le cours explose ici, hein. C'est quasi certain qu'on pourrait reprendre un petit 40-50%. Par contre, si la demande elle est refusée, là c'est sûr que c'est un retour au plus bas, hein, ici, hein. C'est 30-40 $, certainement. Voilà, ça va être grandement corrélé aux actus, donc c'est concrètement un coup de poker. Chacun fait ce qu'il veut avec cette information. Moi, à titre personnel, je ne vais pas chercher à en accumuler. Je ne considère pas que ce soit une situation graphique intéressante pour moi. On continue avec les ETF, du coup on nous dit rien n'est encore joué, effectivement. Est-ce qu'on va trouver des informations particulières, à part le fait que potentiellement, effectivement, la SEC peut refuser, hein. Moi je crois pas qu'il y ait pour le moment de soucis particuliers. Je crois pas qu'on nous ait vraiment donné d'informations très très intéressantes. On nous dit certaines personnes prennent la notion d'ETF Bitcoin Spot au comptant trop à cœur. Cependant, il est courant que la SEC renvoie les requêtes de demande avec des éclaircissements. Ok, ça c'est ce qui est arrivé. Ils ont demandé notamment à BlackRock de dire qui gérerait la custody, donc Coinbase pour le coup. Nouvelle encourageante, car la SEC ne s'est pas contentée de refuser les demandes, elle a essentiellement renvoyé les demandes et dit de travailler dessus. Donc effectivement, en fait, moi je pense qu'on est plutôt dans une situation positive. Parce que la SEC n'a pas clairement dit non, elle a dit donner plus d'infos. Alors est-ce que c'est juste un petit pas en arrière pour
avancé ou est-ce que c'est une première étape vers un refus? On n'en sait rien. Et vraisemblablement, je pense que la personne qui a rédigé l'article n'en sait rien non plus, parce que pour le moment, personne n'en sait rien. Donc on va pas aller plus loin, mais c'était quand même intéressant de regarder ce qu'il pouvait nous dire là-dessus. On continue en Chine, et là une news beaucoup plus concrète. On a le nouveau dirigeant de la Banque centrale de Chine. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, la Banque centrale de Chine, hein, l'impact financier, économique que ça a dans le monde, ce truc-là, c'est énorme. Eh bien, il semblerait que le monsieur est un anti-crypto, ou en tout cas que par le passé, il a eu des propos plutôt opposés aux crypto-monnaies. Donc c'est Pan Gongsheng, j'ai fait de mon mieux pour prononcer, j'espère que c'est correct. Du coup, haut responsable de la Banque centrale du Parti communiste, on aura compris, il aurait dit en 2017, si vous vous asseyez au bord de la rivière et regardez, un jour, le cadavre de Bitcoin flottera devant vous. Effectivement, c'est pas très positif. Bon, après 2017, c'était pas forcément une très bonne période. C'était il y a 6 ans. Peut-être que le monsieur a évolué. Pour le moment, on n'a pas d'informations. À suivre avec grand intérêt dans les prochaines semaines. Peut-être qu'il va faire des déclarations, on verra bien. C'est un peu dual parce que on a toute la partie Hong Kong qui se développe, qui fait des partenariats, qui propose aux entreprises crypto de s'implanter en Chine, qui développe de nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Et on a effectivement ce monsieur qui vient prendre la tête de la Banque centrale. C'est assez curieux. J'attends de voir. Là, je ne sais pas trop quoi en penser pour le moment, à voir les premières déclarations. Au niveau de la Biélorussie, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que ils vont tenter apparemment, les dirigeants de la Biélorussie, d'interdire les échanges de crypto entre particuliers. Donc c'est pas la première fois qu'on a ce genre d'infos. Je vous rappelle qu'en Chine, jusqu'à il y a peu, c'était aussi le cas. Et la réalité, c'est que c'est très difficile de complètement ligaturer ces transactions et que globalement, ça fait exploser le marché noir. C'est-à-dire que les gens qui ont vraiment envie de faire ces transactions, ils vont trouver un moyen de les faire. Ce sera illégal, du coup, ce sera dangereux, donc il y a évidemment plein de gens qui vont plus le faire, mais le marché va quand même exister vraisemblablement. Alors là, ici, les raisons de ce blocage, ce serait tout ce qui va toucher en fait aux activités criminelles, au blanchiment d'argent. Donc concrètement, ils veulent plus contrôler les transactions. Maintenant, est-ce que vraiment les transactions crypto sont un volume si important des transactions illégales? Il semblerait que non. On nous parle ici de 0,15% du volume des cryptos. Bon, c'est pas énorme maintenant. C'est leur position, c'est plutôt négatif, c'est assez surprenant. À voir si d'autres pays, par exemple la Russie, irait dans ce sens-là ou pas. Vraiment, c'est à suivre avec intérêt. Pour le moment, pas grand-chose de plus à dire. On continue ici, on revient en Amérique avec Revolut, qui est quand même une plateforme importante en Amérique, voire même d'ailleurs en Europe, parce qu'en réalité ils sont aussi en Europe. Ils délistent du coup les trois fameuses, hein, Polygon, Cardano, Solana. On avait vu l'information pour d'autres néobanques il y a quelques semaines, et ça avait entraîné d'ailleurs une chute hein, sur Matic entre autres. Là, Matic semble avoir plutôt bien pris la news. Hein. Donc voilà, délistage, il faut le savoir. Je crois qu'il y a quelques semaines pour échanger ou racheter. Et voilà, jusqu'au 18 septembre. Et du coup, c'est pas très très bon, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on peut dire, pour le moment, clairement, c'est pas favorable aux cryptos. Maintenant, tout ça est dû bien évidemment à la réglementation. Peut-être que ça va se détendre un petit peu si Coinbase, Bittrex et autres arrivent à prendre un peu de terrain sur les propositions de la SEC. À suivre avec intérêt. L'autorité monétaire de Singapour qui ordonne aux entreprises crypto de conserver les actifs des clients en fiducie d'ici la fin de l'année. Donc vous voyez, là où on a des trucs qui sont plus ou moins peu clairs en Amérique, on a Singapour qui donne clairement un cadre réglementaire, des directives. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Donc c'est l'autorité monétaire de Singapour, hein, donc l'équivalent de ce qu'on peut connaître en Occident, pour tout ce qui est contrôle, etc. Et du coup, eux nous disent, voilà, on veut des réglementations un peu plus strictes, dans lesquelles les fournisseurs du coup, de services d'actifs numériques vont devoir faire un peu plus attention au stacking, plus attention au fonds de leurs clients, ils vont devoir diviser en fait en deux la partie fonds clients et la partie de leurs actifs personnels, enfin les actifs de l'entreprise, et ils vont faire des suivis, etc., etc. Donc on est sur des choses qui sont assez claires, qui sont assez saines à mon avis. Alors, est-ce que la partie conserver les actifs clients
en fiducie, c'est quelque chose de simple à mettre en place, ça, j'en sais rien. Mais voilà, vous voyez, on commence à avoir des choses assez claires, et vraisemblablement, une fois que tout sera posé, qu'on aura des premières entreprises qui seront pliées à la chose, que ça fonctionnera, ça peut attirer d'autres entités. Par exemple, on se rappelle hein, que l'Asie avait essayé d'attirer Coinbase il y a quelques temps. Donc, à mon avis, c'est plutôt bon. Je veux dire, ça peut faire mal au début, mais à mon avis, c'est plutôt bon d'avoir ce genre de choses-là. Et ça va dans le sens de la protection des clients. On va pas forcément s'en plaindre. Et dernière petite news, c'était FTX. Les créanciers ont jusqu'au 29 septembre pour faire leur réclamation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de paperasse en fait. C'est-à-dire qu'ils demandent un proof of claim, vous le voyez ici. C'est-à-dire qu'il faut faire une preuve de réclamation. Ça implique, je crois, une centaine d'entreprises. Concrètement, bon, je ne sais pas s'ils sont en train de gagner du temps vis-à-vis de l'argent qu'ils ont besoin de récupérer, parce que je crois qu'on parle de 2 milliards, ou si effectivement il faut passer par toutes ces étapes-là. En tout cas, la procédure suit son cours, elle est longue. Si vous êtes dedans, écoutez, courage et force à vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.